Amis internautes, bonjour, bonsoir. Je tenais à vous présenter donc la dernière vidéo du professeur Raoult, le fameux, le grand professeur Raoult, qui est paru aujourd'hui, 18 août, et commenter cette vidéo dans laquelle il écrase tous les stupides crétins, ces gros nazes qui ont critiqué l'hydroxychloroquine, dont je vous parle des journalistes évidemment, alors ça, cette bande de bouseux, ça c'est clair, des médecins marrons qui sont vendus au labo, à Big Pharma, à tous ces gens corrompus jusqu'à la moelle, les médecins cantonaux, le médecin fédéral, les conseillers fédéraux et le Parlement qui suit à la trace tous ces gens-là, et tous ces médecins, par exemple suisses, qui ont laissé mourir les patients, les traitants au remdesivir, qui ne servait à rien d'autre qu'à laisser mourir les gens. Donc voilà, ça c'est une vidéo pour bien les enfoncer jusqu'au fond du trou. Et si on pouvait les voir disparaître définitivement, eh bien ce serait une excellente chose pour l'humanité. Professeur Didier Raoult, pouvez-vous faire un point sur ce que nous savons aujourd'hui de l'épidémie du coronavirus, notamment au vu des données observationnelles récoltées concernant la mortalité? Oui, bonjour d'abord aux uns et aux autres, et puis merci à tous ceux qui essaient de me dire mon nom, même si j'essaie de fuir un peu pendant les vacances les marques de sympathie, je suis sensible, mais j'ai besoin d'avoir une vie privée aussi, donc je suis désolé, mais je me réfugie dans l'anonymat à chaque fois que je le peux. Donc c'est bien parce que avec le temps de la réflexion, je pense qu'il est nécessaire qu'on reprenne les choses d'une manière raisonnable et que un certain nombre de voies qui ont été prises au début dans l'ignorance soient corrigées maintenant, parce que maintenant nous savons beaucoup de choses et nous avons de plus en plus de données. Alors ici on a accumulé les données depuis le début, comme vous savez, et on a maintenant réalisé 184 000 tests pour près de 80 000 patients, dont 6 000 étaient positifs pour l'assistance publique. Le nombre de décès global, réanimation comprise dans l'assistance publique, était de 165, soit 2,8%. Et ici, nous avons traité maintenant par le traitement associant hydroxychloroquine et azithromycine plus de 4 000 patients. 18 sont morts, donc on est à 4,5 pour 1000 de mortalité, moins de 1,5%. Et il n'y a pas eu d'effets secondaires graves. Alors, arrêtons-nous déjà à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on voit? Que dans les services du professeur Raoult, sur plus de 4000 patients traités à l'azithromycine et à l'hydroxychloroquine, il y a eu 18 morts. Et tous ceux, donc dans les hôpitaux par exemple de Paris, tous ceux qui n'étaient pas traités selon ce protocole du professeur Raoult, c'est-à-dire qu'ils étaient traités au remdesivir, eh bien il y a eu 165 morts, c'est-à-dire pratiquement 10 fois plus. Alors la question qu'il faut se poser, c'est que quels sont ces crétins et ces débiles profonds qui ont appliqué ce traitement qui est un traitement criminel, finalement. Puisqu'ils ont laissé mourir les gens, je ne veux pas dire qu'ils les ont tués, mais c'est une autre manière de faire, de les laisser mourir sans les traiter, d'accord? Donc ça veut dire que tous ces médecins pourris jusqu'à la moelle, qui sont vendus à Big Pharma et cet Olivier Véran en France, qui est aussi un pourri jusqu'à la moelle, donc finalement, ils n'ont pas utilisé les méthodes qui soignaient les gens. En Suisse, si vous avez entendu les professeurs, notamment le professeur Calmi, Madame Calmi, doctoresse professeur tutti quanti derti tronflant, qui sont venus nous dire la connerie, mais elle c'est une débile profonde, cette bonne femme, qui sont venus nous dire qu'il n'y a que le remdesivir qui peut soigner ça. Franchement, des gens comme ça, il faudrait foutre dehors à coups de pied au cul, et puis récupérer les salaires, et puis en plus, les foutre en tôle quelques années pour qu'ils réfléchissent, ou bien qu'ils retournent à l'école, ou j'en sais rien, parce que non seulement ce sont des incompétents, mais ce sont des vendus. Alors voilà, donc ça, là, on voit déjà à quel point le médicament et la méthode Raoult
est efficace contre la méthode du restant des autres crétins et autres enculés de médecins et aussi, n'oubliez pas, de ministres de la Santé, y compris les nôtres, de notre Conseil fédéral, à l'exception notable, et j'aimerais le rappeler, d'Uli Maurer, hein, lui, il n'est pas dans la combine. Tous les autres étaient dans la combine, sauf que c'est une bande de vendus hein, que nous avons au-dessus de nous, et c'est une bande de vendus, le corps par exemple, le crétin de corps, et bien maintenant, celui qu'on a maintenant, ou bien les médecins cantonaux, cette bande d'incapables, d'accord, ben voilà, prenez-en de la graine, et surtout apprenez parce que vous êtes une bande de crétins. Donc, il faut arrêter une bonne fois pour toutes le mythe de la dangerosité de l'hydroxychloroquine, c'est un fantasme. Ça a mené le plus grand scandale scientifique de tous les temps, qu'on n'a pas fini d'assumer, et qui a montré, de cette manière absolument objective, que les communications scientifiques étaient soumises à des influences et à des choix d'une très grande médiocrité, comme le reste. Et récemment encore, je peux vous dire, il y a 2 éléments sur lesquels je sais qu'il y a eu des éléments de censure dans le Lancet, qui montraient de manière statistique que, d'une certaine manière, le tabac protégeait contre le Covid. Peut-être que c'est, bien sûr, on ne peut pas imaginer que le bénéfice du tabac soit supérieur au risque qu'il a, mais de censurer une donnée scientifique d'observation, ça n'est pas le rôle d'un journal scientifique. Chacun reste à sa place, les scientifiques font de la science, les politiques font de la politique, et ils le font à partir de données scientifiques. S'ils n'ont plus de données scientifiques fiables, alors tout ça, c'est juste du contrôle, c'est juste du pouvoir d'imposer des manières de vivre qui ne sont plus basées sur de la connaissance, mais qui sont basées sur des convictions. Et ça n'a plus rien à voir avec ce que nous faisons. Donc je pense que c'est extrêmement clair que le degré de manipulation des journaux scientifiques de plus haut niveau, et plus ils étaient de haut niveau, plus ils étaient la cible de la manipulation, bien entendu. Si vous publiez dans un journal marginal, les gens se fichent de ce dans quoi vous publiez. Mais quand vous publiez dans les meilleurs journaux du monde, la pression qui est exercée sur eux est absolument considérable. Et c'est une faiblesse. Je vous conseille d'ailleurs de lire, de voir, parce que c'est un très bon film, Vice, qui raconte la vie de Dick Cheney, qui explique ce que moi je sais sur le bioterrorisme, vraiment, ce que j'ai écrit dans mon livre, et la manière dont on manipule les gens et les choses. C'est instructif parce que c'est la même histoire. Alors, où est-ce que nous en sommes donc, en termes de cas, de rebond, de reflux? On a surtout un rebond du nombre de gens testés, le nombre de personnes nouvellement positives de quelques dizaines par jour, mais d'une manière très intéressante, il y a un peu plus de jeunes que ce qu'il y avait avant, mais pas seulement. On avait l'impression au début que c'était surtout les jeunes, on a l'impression parce que les jeunes sont maintenant, après quelques mois de confinement, ils ont envie de retrouver une vie normale, de se rencontrer, d'avoir une vie sociale, et ne respectent pas toujours, ce que je peux comprendre, les distances de précaution, parce que la vie doit continuer. Et donc, ils sont plus touchés, mais... Vous avez bien entendu de ce qui vient d'être dit, hein. Donc le professeur Raoult comprend très bien que les gens ne respectent pas la distanciation sociale, hein. Et c'est le plus grand spécialiste en épidémie du monde qui vous dit ça. Donc par rapport à ce qu'il dit, toute cette bande de cloportes et de psychopathes malades du cerveau qui disent qu'il faut de la distanciation sociale, eh bien ça ne vaut pas un pet de lapin, ces gens valent rien. J'ai toujours dit, ce sont des malades du cerveau. Entre les journalistes, les médecins cantonaux et l'OFSP, c'est un carteron de débiles profonds qui nous dirige et qui nous emmerde avec ça. Mais je vous rappellerai aussi tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec le Covid, hein. Ça a à voir avec de l'ingénierie sociale, ça a à voir avec la soumission de la population, et ça a surtout à voir avec la tentative d'instauration du nouvel ordre mondial et de la dictature mondiale. Donc c'est une corona-dictature qu'ils veulent installer. Ça n'a rien à voir avec la santé des gens. Ils n'en ont rien à foutre de notre santé, hein. D'abord, ils en ont à faire surtout du pognon qui peuvent se faire sur notre dos. Et puis après, c'est du contrôle global qu'ils veulent, hein. Donc, vous avez entendu, distanciation sociale,
vous vous asseyez dessus, vous en foutez complètement, du même que du masque. Ça sert à rien, hein. C'est juste un symbole de soumission pour... Et ça touche un peu toutes les tranches d'âge. Ce qui est très intéressant, très intéressant, c'est que depuis début juin, nous avons eu 1000 cas diagnostiqués. Sur ces 1000 cas diagnostiqués, une seule personne est morte, et c'est quelqu'un qui était en fin de vie, pour lequel le Covid a un rôle qui était marginal ou négligeable. C'est-à-dire que là, on est encore en dessous des 0,45 pour 1000, on est là on est à 1 pour 1000 au pire. Et vous pensez qu'un nombre de morts de 0,45 pour 1000 gens qui sont infectés, c'est ça qui justifie de foutre en l'air nos entreprises, de foutre en l'air la vie des gens, de les empêcher de travailler normalement avec leur débilité de distance sociale, masque et compagnie. Vous pensez que c'est ça qui justifie tout ça? Que les gens perdent leur boulot, que les petites entreprises ferment, que les bistrots soient à moitié vides, que nous ne puissions pas nous retrouver, hein, parce que le but c'est ça, hein, de foutre en l'air les contacts humains, hein, ça c'est ce qu'ils veulent. Hein. Il ne faut pas qu'on se serre dans les bras, qu'on fasse l'amour, qu'on s'embrasse. Vous savez quoi, on les emmerde ces gens. C'est pas ça, ils en ont rien, je vous répète, ils en ont rien à foutre de la santé. Le but c'est pas ça, c'est de foutre en l'air la société. Puis quand vous avez plus de moyens de vivre, vous allez être tout malléable, tout soumis, et vous allez la fermer, et vous allez accepter d'être les esclaves du système. C'est ça qu'ils veulent. Hein. Tout ça, ce n'est rien, ce n'est qu'un prétexte, hein, cette soi-disant pandémie. Il y en a qui l'appellent la plandémie, c'est exactement ça. Ils avaient planifié tout ça. Il y a une conspiration, je répète, il y a une conspiration derrière tout ça, une conspiration de milliardaires satanistes, hein, qui veulent mettre la main sur l'humanité, qui veulent bousiller 90% de l'humanité, puis le 10% restant, ils veulent les mettre en esclavage. Ils utilisent cette véritable fausse pandémie à ça, et grâce au lien avec la 5G, oui, je vous le répète, avec la 5G, hein, la 5G a été déployée à la vitesse grand V pour être utilisée en rapport avec ce pandémie. Hein. Tout est en lien, hein, donc il y a une véritable conspiration derrière ça. Et les autres débiles de journalistes et autres qui disent « théorie du complot, vous savez quoi? On les emmerde. Parce que c'est les théoriciens des coïncidences. Tout n'est que coïncidence. Vous savez quoi? On vous emmerde. » La situation actuelle depuis juin. Donc c'est quand même pas la peine d'avoir un drame de cette nature. Et donc d'ailleurs, j'avise mes amis méthodologistes, pour pouvoir démontrer que quelque chose est égal ou supérieur au traitement que nous avons mis, pour lequel nous avons une mortalité actuellement de 0,45%, donc 4,5 pour 1000. Il faudrait faire une étude randomisée avec 67 000 personnes 2 fois, 43 000 personnes 2 fois, pour pouvoir démontrer qu'il y a une différence de 1 pour 1000. Donc c'est impossible à réaliser. Donc le traitement de référence jusqu'à preuve du contraire, c'est ça. Et on ne pourra pas démontrer qu'un traitement est supérieur à celui-là. C'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Donc l'efficacité thérapeutique de ce traitement est intéressante. Nous venons de finir un travail qui n'est pas encore publié, que l'on a réalisé avec les hôpitaux de jour dans les EHPAD de Marseille, pour lesquels on a commencé à tester les gens massivement durant la plus grande partie du mois d'avril. Et donc, 226 résidents d'EHPAD étaient dépistés positifs, dont une partie a été traitée, à peu près la moitié. Et alors, d'une manière intéressante, la mortalité chez les gens qui ont été traités est de 14,4%. Celle chez les gens qui n'ont pas été traités est de 27,8%. Et ce chiffre de 27,8% des gens non traités dans les EHPAD à Marseille est à peu près le même que celui de la mortalité française, qui était au 2 juin de 27,7%, c'est-à-dire 10 000 personnes qui sont mortes dans les EHPAD, la plupart du temps sans traitement. Alors vous vous rendez compte, ces fumiers, ces salopards, qui ne traitent pas les vieux exprès pour augmenter le nombre de morts, mais ces gens-là, c'est comme des nazis, des véritables nazis. Hein.
c'est une dictature nazie hein, dans laquelle on est entré il y a quelques mois. Hein. C'est entre l'asile de fous et la dictature nazie, où c'est ensemble la même chose. Hein. Vous vous rendez compte, donc on ne les traite pas. En plus de ça, on ne peut pas les visiter pour que ces gens meurent de tristesse. Mais ces fumiers, là, je vous assure, dans le meilleur des cas, il faudra les foutre en tôle. Hein. Dans le pire des cas, je ne sais pas quoi. Mais parce que les SS, hein, les soviétiques, à la fin, ils les ont finis hein, sous les chars. Ils ont très bien fait. Hein. Mais à part ça, vous vous rendez compte, donc on ne peut pas les rendre visite, on peut pas les refroidir. Vous savez que les personnes âgées souffrent beaucoup de la chaleur. Alors ces grosses merdes, ils ont décidé qu'ils n'ont pas le droit d'être refroidis par de la climatisation, des ventilateurs. Vous vous rendez compte, ces salopards? C'est basé sur rien, ça n'a rien de scientifique. C'est pas des scientifiques, hein, c'est des nazis, c'est rien d'autre. Des fumiers qui veulent tuer les autres, c'est tout. Et il faut les combattre, combattre, combattre. Il faut résister face à ces salopards, il faut les dénoncer pour ce qu'ils sont, des salopards. Il ne faut pas se laisser faire. Ce qui veut dire que si on peut extrapoler, si on peut imaginer que le traitement prescrit à Marseille ait donné les mêmes résultats dans tout le pays, ceci aurait fait 5000 morts de moins. Je ne sais pas, c'est à vérifier, mais en tout cas, je pense que actuellement, le fait d'avoir un moratoire, une réflexion de base sur l'utilisation de ce traitement, en particulier chez les populations à risque, alors qu'on connaît ces inconvénients, que l'on sait qu'il n'y a pas eu d'accident grave, tout ça était un fantasme, de prendre la mesure de ça et de proposer, en particulier s'il y a de nouveaux cas, à l'avenir, un traitement efficace, demande vraiment une réflexion que j'espère qu'on mènera. Alors les pauvres journalistes débiles et autres professeurs crétins à 2 balles qui ont critiqué sans fin l'hydroxychloroquine, ce traitement-là, alors où sont vos preuves pour critiquer ça? Où sont? Ramenez-la! Amenez vos preuves. Avant, vous avez critiqué. Vous vous rendez compte avec tous vos mensonges et vos manipulations, le mal que vous avez pu faire autour de vous? Ben, en fait, c'est le seul virus qui existe. C'est le virus de la désinformation propagée par les médias, par les journaux, par des médecins en qui on peut avoir aucune confiance. Regardez, moi, les anciennes vidéos, j'ai repris des gens qui parlaient, qui critiquaient l'hydroxychloroquine, pour ne pas dire qui critiquaient le professeur Raoult. Que valent ces gens-là? Ils valent rien. C'est des merdeux. Franchement, c'est des merdeux. Mais en plus, si c'était que des merdeux, bah, ce serait pas trop grave. C'est des incompétents. On dit, on s'en fout. Mais il y a des gens qui sont morts à cause d'eux. Des gens sont morts à cause de ces gens-là. Ça, c'est gravissime. Gravissime. Qu'est-ce qui va se passer à partir de cette situation épidémiologique? Je ne sais rien. Il y a plusieurs scénarios. J'avais dit qu'il fallait surveiller le continent austral. On voit que dans le continent austral, les choses commencent à réapparaître en Nouvelle-Zélande. Elles ont commencé à se mettre, à augmenter de manière significative en Australie, qui est en train de vivre leur épisode épidémique qu'ils n'ont pas eu jusqu'à présent, que quelques cas en Australie, parce que ce n'était pas la saison. Et donc, il est possible que ceci fonctionne d'une manière saisonnière, comme les autres coronavirus, et que donc on ait l'hiver prochain plus de coronavirus sur un fond endémique, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a des cas un peu tout le temps, comme pour les rhinovirus par exemple. La mortalité telle qu'on la voit maintenant est de même nature que celle des autres coronavirus que nous diagnostiquons jusqu'à présent, sur lequel on a fait quelques milliers de tests, qui est entre 0,8 et 1%, comme dans les infections respiratoires dont on a l'habitude. Donc, ça ne représente pas. Alors, les pauvres journalistes débiles, où est la surmortalité, les montagnes de morts que vous avez voulu nous présenter? Parce qu'à part de la propagande, des mensonges, des médias et des journalistes, hein, on ne les voit pas. Hein. Il y a eu moins de mortalité dans beaucoup de pays cette année que l'année précédente. Vous n'en parlez pas, c'est normal, parce que vous devez continuer de faire peur aux gens. C'est ça, hein, le virus de la peur, c'est ça que vous propagez. Parce que l'autre virus, ça fait un bon moment qu'il n'est plus du tout actif, ça fait au moins plus de 2 mois et demi. Mais vous devez continuer d'entretenir ce virus, parce que l'OMS, qui est dirigé par le profond malade mental Bill Gates,
veulent nous imposer les distanciations sociales, le traçage et tout ça, pour que les gens acceptent son vaccin de merde, avec les nanoparticules, avec le nanochip dedans, etc., etc. C'est ça l'idée derrière tout ça. Il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de pandémie, il n'y a plus rien. Il faut que vous arrêtiez d'avoir peur et puis que vous vous opposiez au système, à l'État et à tout ça. Il faut vous opposer, il faut résister comme les gens ont résisté durant la Deuxième Guerre mondiale contre les saloperies de nazis. Parce que nos États, nos gouvernements, nos médecins cantonaux, l'OFSP, ce sont des nazis, hein, rien d'autre. Ils ne nous veulent rien, ils ne nous veulent pas de bien, hein, je vous assure. Ils ne veulent pas votre bien, ça c'est certain. Ils vous veulent beaucoup de mal. Quelque chose qui est significativement différent, mais pour lequel je pense qu'au moins pour les personnes à risque, dans lesquelles il y a une mortalité, il existe une stratégie thérapeutique. Les données chiffrées, je pense, méritent une analyse cette fois-là qui soit dépassionnée. Et si on regarde ce qui s'est passé en France, il y a des zones qui n'ont pas été touchées, dans lesquelles, bien entendu, la mortalité est très faible. Et on peut dire que entre les années 2019 et 2020, il y a toute une série de zones en France dans lesquelles la mortalité n'a absolument pas changé, pas du tout. C'est le cas y compris à Marseille. Dans la région dans laquelle nous vivons, dans la région sud, la mortalité a bougé de manière insignifiante, de 4%. En revanche, la zone dans laquelle la mortalité a frappé de la manière la plus violente, c'est l'Île-de-France, dans laquelle il y a une mortalité qui a augmenté de 40% entre 2019 et 2020 pour les mois qui encadrent cette zone. En fait, l'explication est toute simple. À Paris, on a dit aux gens de rester à la maison et puis de prendre des antifièvres. Et puis c'est seulement quand c'était à l'article de la mort qu'ils devaient venir à l'hôpital. Et même quand ils sont arrivés à l'hôpital, on ne les a pas traités, on les a traités avec ces saloperies de Remdesivir qui vaut une fortune, mais qui ne soigne pas, qui ne guérit pas. Donc voilà pourquoi il y a eu cette surmortalité. Mais vous savez, maintenant on sait ce qu'ils voulaient. En fait, ils ne voulaient pas soigner et guérir les gens, ils voulaient qu'il y ait le plus de morts possible pour qu'ils puissent faire peur aux gens, qu'ils puissent terroriser les gens avec la peur, pour leur faire accepter ce qui va venir, ce qui vient, puis ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Donc les fameuses distanciations sociales, les masques, le suivi des gens, le flicage complet des gens, n'est-ce pas? Après, il va y avoir, comme je vous ai dit, il va falloir se faire vacciner, autrement vous n'allez plus pouvoir voyager. Vous vous rendez compte? Ils veulent vous enfermer partout et pas avoir le droit de voyager. Mais vous vous rendez compte quel état totalitaire nous vivons depuis le mois de mars? Mais ouvrez les yeux, nous sommes dans un état totalitaire. Il se base sur la peur qui est véhiculée par les médias, hein, qui sont des terroristes absolus. Hein. Ils sont pas mieux que Daesh, hein, c'est la même chose que Daesh, c'est des terroristes. Daesh fout des bombes, eux ils installent des bombes dans la tête des gens qui les traumatisent et puis qui les sidèrent. Nous vivons dans un état de sidération incroyable à cause de tous les mensonges, de toutes ces peurs qui sont véhiculées par les médias. C'est ça le but de toute cette soi-disant pandémie. Donc il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé là et qu'on peut regarder aussi dans ce qui est l'âge de la mortalité. Partout, la mortalité concerne essentiellement les gens qui ont plus de 65 ans et dans la moitié des cas, des gens qui ont plus de 85 ans. Mais on peut voir que, pareil, en Île-de-France, la surmortalité commence à partir de 25 ans, alors que dans la région de PACA, elle commence à partir de 75 ans. Donc, il se passe quelque chose dans la gestion des plus jeunes, et on retrouve ça, si on regarde ça dans l'analyse que l'on a entre Marseille et Paris, où on voit qu'il y a une surmortalité des plus jeunes hein, en Île-de-France, d'une part, et d'autre part, en particulier la proportion des gens qui ont moins de 60 ans qui meurent est plus importante en Île-de-France et à Paris que ce qu'elle est dans le reste de la France. Donc ça ne peut pas être lié à la fréquence, puisque c'est la proportion des gens jeunes. Ça témoigne de la prise en charge. Et donc il y a une réflexion à avoir sur la prise en charge. Peut-être que c'est trop centralisé, ou que c'est trop gros, ou que les situations ont été trop passionnelles et pas suffisamment pragmatiques, mais il s'est passé quelque chose sur lequel il faudra bien faire le point à un moment ou à un autre. Oui, quand le peuple aura repris le pouvoir et aura chassé cette fausse élite
qui est plus ou moins sataniste, hein, ça dépend à quel niveau de l'élite on se place, hein, parce que de toute façon c'est une fausse élite. Hein. La vraie élite, c'est comme l'a dit le professeur Raoult, c'est lui. Hein. Donc quand on les aura chassés, on fera un vrai point de la situation, et puis on pourra faire un vrai tribunal du Nuremberg, et traduire ces gens devant des juges, pour juger pour leurs actes abominables. Est-ce qu'on comprend pourquoi la mortalité du virus a baissé aujourd'hui? Je n'en sais rien, et globalement on comprend, depuis le début, de toute manière, depuis l'ensemble des épidémies, on constate, mais on ne comprend pas pourquoi, on constate qu'au début d'une épidémie, quand les choses s'accélèrent, la mortalité, la transmission, la contagiosité augmente, et puis ensuite elle diminue sans qu'on sache pourquoi. Il y a beaucoup de théories. Est-ce que c'est l'immunité générale de la population? Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. C'est décrit depuis le 19e siècle. De la même manière qu'on ne peut pas comprendre maintenant ce qui va se passer l'année prochaine, parce que c'est de la divination. On ne savait jamais personne. Aucune des prévisions qui a été réalisée et qui a excité les gens n'a permis de prévoir ce qui est en train de se passer maintenant. Il faut voir, il faut être armé et prêt à répondre à ça. C'est bien, je pense que le pays est mieux préparé au moins en termes de tests. Il faut que accepte là de donner un grand coup de lessive sur les idées acquises et revenir à la réalité pratique. Il faut apprendre à se méfier de l'emportement idéologique, y compris médicamenteux, pour revenir à des choses très pragmatiques. Voilà, parce que quand même, ceci restera dans l'histoire de la médecine, et je pèse mes mots, on parlera encore dans un siècle de l'histoire qui a fait penser dans le monde que l'hydroxychloroquine pouvait tuer entre 10 et 30% des gens quand elle était prescrite. Personne ne pourra croire qu'il s'est passé une crise de cette nature-là, tellement elle est folle. Donc, qu'est-ce qui a rendu tellement les gens fous à ce moment-là, qu'ils ont été pris à croire qu'une molécule qui avait 70 ans, qui a été prescrite à 1 ou 2 milliards de personnes, brutalement était devenue un produit incroyablement toxique? C'est quelque chose qui témoigne d'un profond problème, aussi bien de la manipulation des esprits, de l'ignorance, de l'incompétence, qui restera et qui laissera une trace dans tout le siècle à venir. Merci. Voilà, c'est dit. Donc, c'est clairement énoncé, toute cette folie furieuse, cette maladie mentale qui s'est déchaînée contre l'hydroxychloroquine est due aux médias, est due à des ministres de la santé plus pourris les uns que les autres dans quasiment tous les pays où je regarde les vidéos. Voilà, c'est dû à ça. Et il y en a qui encore aujourd'hui essayent de nous faire croire à la dangerosité de l'hydroxychloroquine. Eh bien, c'est des pauvres malades du cerveau qui devraient se faire soigner.